À la une de ce journal, automobile, la première édition du salon Equips Auto lancée à Abidjan au bénéfice des acteurs. Le rendez-vous se tiendra du 2 au 5 mai 2024 au parc des expositions d'Abidjan. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, 32 jeunes étudiants ivoiriens ont réceptionné leur parchemin de master en énergie renouvelable et entrepreneuriat de l'école polytechnique de Paris. Assainissement du secteur des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. L'autorité des jeux de hasard a incinéré plusieurs machines à sous illicites dans la localité de Boisflé. Et puis, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance renforce ses actions pour promouvoir et protéger les droits des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Mesdames, Messieurs, l'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. Nous ouvrons cette édition avec le secteur de l'automobile. Un rendez-vous du secteur de l'automobile se tiendra du 2 au 5 mai 2024 au parc des expositions d'Abidjan. Dénommé Equips Auto, il se positionne comme l'un des plus grands événements du service après-vente de l'automobile en Afrique de l'Ouest. Cette première édition vise à promouvoir la pièce de véhicule de qualité neuve et sensibiliser les acteurs et politiques sur les véritables enjeux du secteur de l'automobile en Afrique. Le récit de Walter Kofi et Richard Akeke. 10 000 m² de surface d'exposition, des panels, des conférences et ateliers de formation. Un cocktail préparé par ces acteurs de l'automobile venus présenter la première édition du salon des équipements, de la maintenance et des services automobiles Equips Auto. Prévu du 2 au 5 mai au parc des expositions d'Abidjan, l'événement pour ses initiateurs vient apporter une réponse à la vétusté du parc auto, la mauvaise qualité des pièces de rechange et la précarité de la maintenance. C'est un concept culturel qu'on veut mettre à l'esprit des uns et des autres. Faire comprendre aux gens que le neuf d'origine est moins cher que d'aller payer la pièce, je vais dire, réutilisée ou bien France au revoir. Parce que vous savez, une pièce qui a été utilisée 2 fois, 3 fois, c'est clair qu'elle ne va pas donner le résultat qui est escompté par rapport à une pièce d'origine neuve. Donc c'est pour dire que le neuf est encore mieux que le second main, qui n'est pas vraiment, je vais dire, qui sont des éléments qui concourent aussi à augmenter le niveau des accidents sur nos routes. Les promoteurs ont annoncé des journées dédiées à la qualité de la formation qui permettront aux fabricants distributeurs de promouvoir leurs produits aux centres de formation et à leurs apprenants de pouvoir découvrir les évolutions technologiques du secteur. Ce salon vient dans le but de faire découvrir, premièrement, les acteurs habilités autorisés à la vente de pièces détachées. Ensuite, de présenter les acteurs de la sécurité automobile. Enfin, de la formation dans ce secteur. Oui, formation car il nous faut avoir des connaissances plus accentuées dans ce domaine pour un changement qualitatif de tous. Ce salon s'adresse en fait aussi à l'ensemble de la sous-région. C'est-à-dire nous allons faire de Abidjan le moteur, on parlait de tracteur, pour tirer le marché vers le haut. Rendez-vous est donc pris du 2 au 5 mai au parc des expositions d'Abidjan pour la première édition du salon des équipements, de la maintenance et des services automobiles Equips Auto. L'événement attend 85 exposants, 4 pays invités, dont le Niger et la Guinée, et plus de 30 000 visiteurs. 32 jeunes étudiants ivoiriens ont reçu leur parchemin en master énergie renouvelable, technologie et entrepreneuriat de l'école polytechnique de Paris le 1er mars à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, fruit d'une collaboration entre l'INPHB et l'école polytechnique Université Paris. Cette formation favorise et intègre le développement durable et la transition énergétique des États. La cérémonie s'est déroulée en présence de Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Amiko Robara et Setekissi. Ce sont 32 jeunes auditeurs qui ont reçu leur diplôme de Master Être, un diplôme spécialisé en énergie renouvelable délivré par l'École polytechnique de Paris,
un diplôme reconnu sur le plan international et qui permet à la Côte d'Ivoire d'avoir des cadres qualifiés dans le secteur des mines, du pétrole et de l'énergie, un domaine hautement technique, complexe et évolutif. Les récipiendaires, fiers d'obtenir ce sésame, sont prêts à relever les défis liés à leur domaine. Donc c'est tout un honneur d'être récipiendaire de ce diplôme-là. La suite sera de travailler dans les domaines de l'énergie renouvelable, bien sûr. Nous sommes là, nous sommes prêts à affronter les défis. Déjà, je suis dans le monde professionnel, donc je vais continuer dans ce tournant-là. Voilà, et puis mettre ma compétence au service de la nation, de l'Afrique, qui en a énormément besoin, parce qu'aujourd'hui, la question de l'énergie en Afrique est un sujet très, très important. Le Master Ed, c'est un master spécialisé, un diplôme en France de la Conférence des grandes écoles, et donc qui est du niveau Bac plus 6. Voilà, ça c'est le Master Être. Alors être, ça veut dire énergie renouvelable, technologie et entrepreneuriat. Donc si vous voulez, l'originalité du programme, c'est de présenter l'ensemble des énergies renouvelables, photovoltaïque, biomasse, stockage, etc. L'ensemble, tout en associant les aspects économie et entrepreneuriat. Grâce à une collaboration entre l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et l'École polytechnique de Paris, ces jeunes ont pu être formés sur place en Côte d'Ivoire, réduisant ainsi considérablement le coût de la formation. Nous avons là l'opportunité de former nos apprenants en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'ils ont un diplôme de X Polytechnique, mais ils suivent la formation en Côte d'Ivoire. Ce qui nous permet donc d'économiser au niveau unitaire. Je vous ai dit tout à l'heure que quand nous envoyons nos apprenants à X Polytechnique, ça nous revient à 13 150 000 francs par an, par étudiant bien entendu, alors que la formation en Côte d'Ivoire ici, la même formation, bien entendu, ça nous coûte 6 500 000. C'est là je suis avec deux collègues qui sont venus de l'école polytechnique de France. C'est quand même quelque chose de très haut niveau puisque c'est Bac plus 6. C'est des étudiants qui sont très bien formés et qui trouveront du travail. La Côte d'Ivoire a besoin de formation scientifique et c'est ça qu'apporte ce partenariat. Lors des différentes allocutions, les intervenants ont félicité les récipiendaires tout en leur rappelant qu'ils ont de grandes responsabilités face aux défis environnementaux. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a tenu une conférence de presse à son siège à Abidjan. L'objectif était de mettre en lumière ses efforts pour promouvoir et protéger les droits des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le directeur régional Gilles Fagnino a échangé avec les médias sur les interventions de l'UNICEF en matière d'éducation, de protection, de santé et de nutrition des enfants. Diane Cablancan et c'est ici. Dans le cadre de ses efforts continus pour promouvoir et protéger les droits des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfant UNICEF a accueilli à son siège à Abidjan une conférence de presse au directeur régional de l'organisation pour la région. L'UNICEF, en tant qu'organisation dédiée au bien-être des enfants, travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les partenaires locaux, les communautés et les familles pour garantir que chaque enfant ait accès à ses droits fondamentaux. Et l'idée, c'était de discuter avec les autorités gouvernementales, mais également de discuter avec l'équipe de l'UNICEF sur place ici, pour voir comment nous appuyons les priorités nationales en matière de droits de l'enfant. Ce que je peux vous dire en résumé, c'est que pendant les 10 dernières années, on a eu des croissances, on a eu de très bons progrès en matière des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, que ce soit en matière d'éducation, en matière de santé, réduction de mortalité, enregistrement des naissances, l'accès à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement. Cette conférence a été l'occasion pour les médias d'échanger avec le directeur régional sur les défis actuels et les interventions de l'UNICEF en matière d'éducation, de protection, de santé et de nutrition de l'enfant dans la région. Et je suis heureux de vous annoncer que dans le cadre du programme futur de l'UNICEF, du nouveau programme de l'UNICEF, il y aura des stratégies transformatrices qui vont permettre d'aller encore un peu plus loin dans les progrès pour les enfants dans les prochains mois, dans les prochaines années. L'UNICEF est convaincu que l'engagement des médias renforcera la portée de la conférence et aidera à sensibiliser davantage sur l'importance de garantir un environnement sain et protecteur où chaque enfant peut garantir en sécurité, en santé et en dignité.
réalisant ainsi son plein potentiel. Notons que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a été créé en 1946. Son objectif principal est d'assurer la protection des droits des enfants dans le monde entier, tout en travaillant à fournir une assistance vitale, à promouvoir l'éducation, la santé, la nutrition et la protection des enfants ainsi qu'à défendre leurs droits, quel que soit le contexte social, économique et géographique. La coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire a présenté lors de son assemblée générale le bilan du projet d'impact sur l'amélioration de la participation citoyenne des personnes handicapées, un projet financé par le Fonds canadien d'initiative locale qui a favorisé une plus grande participation des personnes handicapées dans le district d'Abidjan. Sandrine Kwame et Doumbia Ayouba. Commentaire Walter Kofi. Renforcer la capacité des personnes handicapées à la gouvernance locale par des ateliers de développement du leadership et de campagnes de sensibilisation, tel est le terme du jour à l'Assemblée générale de la coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Point fort de la réunion, la présentation du bilan des activités qui ont encouragé l'intégration de la composante handicap dans les politiques, les stratégies de développement, les projets, les services et initiatives existantes effectuées par la coordination durant l'année 2023. Nous pensons que ce qui a été fait est déjà bien parce qu'aujourd'hui les femmes parfois rejetées et mises à l'écart des programmes et la personne handicapée également qui ne se sent pas vraiment concernée par les programmes. Mais à travers ce projet-là, nous avons eu à approcher les autorités locales qui ont compris nos combats, qui ont vu nos combativité, surtout pour nous les femmes, qui par moments nous ont accompagnés pour notre autonomisation. En termes de bilan, on peut dire que nous sommes satisfaits, même s'il reste des choses à faire. Aujourd'hui, la question du handicap commence à rentrer dans les consciences collectives et le changement des regards se poursuit. On ne doit pas rester dans notre coin pour que les gens viennent nous donner tout cuit. On doit revendiquer nos droits. Comme tous les citoyens, on a des droits et on a des devoirs. Le projet impacte sur l'amélioration de la participation citoyenne des personnes en situation de handicap est financé par le Fonds canadien d'initiative locale. En outre, la CAFCI incite l'implication des personnes en situation de handicap dans la gouvernance locale et qui devrait, selon elle, réduire les difficultés suscitées et sera un symbole d'inclusion. Dans la localité de Boisflé, l'autorité de régulation des jeux de hasard, en abrégé ARJH, a procédé à l'incinération de plusieurs machines à sous illicites. Ces appareils ont été saisis suite à une vaste opération de l'ARJH lancée dans le cadre de l'assainissement du secteur des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Michel Brou. C'est un grand coup de filet réalisé par l'autorité de régulation des jeux de hasard à Boisflé. Plusieurs machines à sous illicites n'ont pas échappé à la vigilance des autorités de régulation des jeux en service dans cette zone. Ces résultats démontrent une fois de plus la volonté pour les responsables d'assainir ce secteur à travers le pays. Cette opération d'incinération a reçu le soutien des forces vives de la région et des représentants de la loterie nationale ivoirienne. Ils ont affiché leur détermination à éradiquer ce fléau dans cette circonscription. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire est heureuse d'accompagner cette initiative de l'autorité de régulation des jeux de hasard parce qu'il était très important que l'exploitation des jeux de hasard soit assainie et qu'il faudrait s'assurer que seuls ceux qui ont une autorisation ou ceux qui ont une licence puissent exploiter effectivement l'activité. Nous pensons que nous faisons d'abord la communication. La communication, et c'est un appel que nous lançons à tous les acteurs du secteur des jeux pour leur dire que désormais, ce secteur-là, il est régi par des règles. Il est régi par des règles et il faut que tout le monde respecte ces règles-là.
L'autorité de régulation des jeux de hasard a été créée par la loi numéro 2020-480 du 27 mai 2020 portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Rappelons que l'exploitation des machines à sous sur support physique est une activité réglementée soumise sous certaines conditions à l'autorisation préalable de l'autorité de régulation. Le non-respect de cette exigence légale est passible de sanctions administratives et pénales. Dans la lignée des nombreuses structures sanitaires en Côte d'Ivoire qui cherchent à améliorer les soins de santé primaires, l'hôpital municipal de Vridis-Cité. L'hôpital a récemment élargi ses services pour inclure des interventions nutritionnelles, promotionnelles, préventives et curatives. Suite à une visite du directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest, l'hôpital a été labellisé par le PNN pour la qualité de ses services. On en sait davantage dans ce reportage de Ami Korobara. En 2023, avec les efforts consentis par le personnel, cette structure est reconnue SAP et c'est ce qui justifie la présente cérémonie officielle de labellisation. C'est officiel. L'hôpital municipal de Vridis-Cité est désormais un établissement labellisé pour l'intégration et la qualité des interventions essentielles de nutrition dans l'offre de ses services. En plus des programmes de sensibilisation sur des pratiques nutritionnelles optimales telles que l'allaitement maternel, l'hôpital propose désormais des services de dépistage et de prise en charge de la malnutrition. Gilles Fagninou, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en visite officielle en Côte d'Ivoire, a félicité les agents de santé de l'hôpital municipal de Vridis pour leur engagement au service du bien-être des enfants et de la communauté. Monsieur le directeur, je vous félicite ainsi que toute votre équipe pour la labellisation de votre structure. Je sais combien vous avez persévéré pour obtenir ce label si précieux. Après plus de 2 années de travail et grâce à l'accompagnement du programme national de nutrition. Bravo. Par ailleurs, en présence du représentant du ministre en charge de la Santé, Pierre Demba, il a affirmé que le souhait de l'UNICEF est que toutes les maternités et structures sanitaires de Côte d'Ivoire puissent devenir des établissements amis des bébés, à l'image de l'hôpital municipal de Vridis-Cité. Au cours de cette cérémonie, un groupe de soutien à l'allaitement a été installé. Constitué des mamans, il servira de relais auprès des communautés afin de conseiller et encourager les mères à opter pour l'allaitement maternel exclusif. Depuis le mois d'août 2023, il est mis en œuvre le projet de régulation des lotissements approuvés et non approuvés dans la région de Gbeke. À mi-parcours de son opérationnalisation, les acteurs impliqués dans le projet se sont retrouvés pour dresser le bilan des activités. Même si quelques difficultés sont observées, l'opération se déroule bien sur le terrain, nous dit notre correspondant Emmanuel Bonzo. L'opération de régularisation des lotissements appliqués et non approuvés est en marche dans la région de Gbeke. À mi-parcours de son exécution sur le terrain, le bilan est satisfaisant en dépit de quelques difficultés. C'est donc pour lever les incompréhensions et clarifier des aspects que les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre ont planché sur son état d'avancement quelques mois après son lancement. Aujourd'hui, les difficultés se situent au niveau des opérateurs. Il y avait un problème d'incompréhension. Mais je pense qu'avec cet atelier, beaucoup ont compris le bien fondé de la chose. Tous ceux qui étaient réticents ont commencé véritablement à s'y mettre. C'est de prendre à bras le corps cette opération qui est très importante pour notre avenir. Nous pensons que tout ce qui a été dit à la réunion nous encourage. À chaque fois que nous avons des réunions, nous sommes beaucoup plus réconfortés à rentrer dans ce projet qui est vraiment un projet, nous pensons, qui fera beaucoup de bonheur pour la population. Dans le cadre du projet, ce sont plus de 200 lotissements anarchiques qu'il faudra redresser. Pour sa réussite sur le terrain, il implique de nombreux acteurs comme l'Union des opérateurs du foncier et du BTP de Boaké, le groupement des géomètres experts agréés et la mairie de Boaké. Sur l'initiative de la Direction régionale de la construction, du logement et de l'urbanisme, leur action est scellée par la signature d'une convention de partenariat. C'est pourquoi la rencontre a permis de faire comprendre l'intérêt pour chacun de jouer sa partition dans la mise en œuvre du projet. D'abord, les opérateurs doivent être impliqués véritablement dans le projet et nous aider
à sensibiliser et les acquéreurs qui détiennent des autorisations villageoises sur ces projets et les détenteurs de droits coutumiers. À l'endroit des experts, c'est de leur demander de poursuivre parce que ils sont les pions essentiels du succès de ce projet. Le projet de régularisation des lotissements appliqués et non approuvés vise à mettre fin à l'anarchie régnant dans le foncier dans la région de Beké et permettre à tout acquéreur d'obtenir un titre de propriété définitif en toute sécurité. Dans 7 mois environ, une nouvelle caserne de gendarmerie territoriale verra le jour à Bouna, région du Gontougo dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette localité à cheval sur 2 frontières est confrontée ces dernières années à des attaques de type terroriste et pour une meilleure sécurisation des populations, l'association internationale suisse Cogenta, soutenue financièrement par l'Union européenne à travers le projet d'appui à la sécurisation et la prévention du risque terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire, veut construire une caserne de gendarmerie territoriale pour faire face à ces menaces et participer au mieux à l'économie du pays. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. Sur ce site d'environ 1 hectare, situé sur l'axe Bouna-Doropo, sortira de terre une caserne de gendarmerie territoriale. Inscrite au cœur du projet, appui à la sécurisation de la prévention du risque terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire, Secunor, mise en œuvre par l'association Cogenta, financée par l'Union européenne. Le projet de construction de la caserne de Bouna est un des éléments phares du projet de Secunor, d'offrir à la gendarmerie territoriale des infrastructures modernes et sécurisées qui vont pouvoir permettre d'accueillir sur la ville de Bouna de nouvelles unités nécessaires à la mission de sécurisation des populations. La région du Bounakani a enregistré ces dernières années plusieurs attaques de type terroriste et l'indice de pauvreté est l'un des plus élevés de Côte d'Ivoire. Une telle opération intéresse au plus haut niveau les gradés de l'armée, notamment la gendarmerie nationale, représentée par le général de brigade Kone Sounon, commandant de la première légion de gendarmerie, qui avait à ses côtés M. Sissé Vakaba, conseiller technique au secrétariat du Conseil national de sécurité. Un appui important pour l'État de Côte d'Ivoire dans sa stratégie de sécurisation face aux menaces, qui sont des menaces liées au terrorisme et à toutes les hostilités aujourd'hui liées aux bandes armées, etc. Les populations de Bouna, avec à leur tête Sa Majesté Nengue Blima, roi du Bounakani, saluent la construction de cette caserne de gendarmerie territoriale. Nous sommes adossés à 2 frontières pour nos sécurités. Lorsque cette parcelle a été demandée par le biais de monsieur le préfet de région, nous n'avons pas hésité à céder 30 hectares au ministère de la Défense pour la sécurisation de nos populations. La construction de cette caserne de gendarmerie territoriale est une véritable aubaine pour l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le préfet de la région du Bounakani. Ça participe du renforcement de la sécurité. Au fil du temps, le maillage sécuritaire s'étend. Et on renforce ici ce que nous avons à disposition, de sorte que nous serons toujours prêts à réagir en cas de besoin. La future caserne de gendarmerie territoriale à Bouna comprendra une brigade de recherche, une cellule antidrogue, une brigade de gendarmerie et le bureau de la compagnie. Selon l'association Cogenta, financée par l'Union européenne, les clés seront livrées dans le mois d'août prochain. Rendons-nous dans la localité de Ouangolo-Dougou pour parler de pénurie d'eau. Depuis que la digue du barrage de Ouangolo s'est cassée suite à une forte pluie, causant la fuite de l'eau, les retenues d'eau et puits ont tari. C'est ce qui explique le manque d'eau potable dans la ville aux 2 frontières et ce depuis près de 8 mois. Le maire Moussa Tonkara a convié la population à une réunion de sensibilisation et d'information afin de les situer sur les efforts de l'État, du Conseil régional et du Conseil municipal. Reportage d'Aouda Ouattara. Abitorita Chalenbrou, directrice de l'EPP Coco 1 de Ouangolo, parcourt plus de 500 mètres chaque nuit et matin à la recherche de l'eau potable pour ses besoins quotidiens. Et ce, depuis que le barrage s'est cassé suite à une forte pluie. Les retenues d'eau ont cessé et actuellement les familles vivent dans un désarroi à l'orée des périodes de jeûne chrétiens et musulmans. On se réveille tôt pour puiser l'eau. On dort tard. Ce sont les difficultés qui sont là. Et puis, bon, on doit aller au travail. On doit vaquer à nos occupations. Nous sommes fatigués. Nous sommes même malades. Vraiment, c'est difficile.
C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. On va à l'école, on laisse même les cours même pour venir voir s'il n'y a pas ici, il n'y a personne même au forage pour pouvoir venir prendre de l'eau. Quand on vient, il y a du monde, on se retourne encore. En tout cas, on guette le coin pour voir s'il n'y a personne, s'il n'y a pas trop d'hommes, trop d'affluence pour venir chercher de l'eau. Même pas une goutte d'eau dans les robinets. Donc les puits aussi ont tari avec la sécheresse. Donc c'est un véritable calvaire pour nos parents et nous-mêmes. Des opérateurs économiques et des sociétés ont installé des forages pour soutenir un tant soit peu les populations. Face à ce premier magistrat de la commune de Wangolo-Doukou, M. Moussa Tungara a initié une réunion d'information et de sensibilisation des populations afin de communiquer sur les efforts du gouvernement, du conseil régional du Tchologo ainsi que les actions du conseil municipal afin de résoudre durablement le problème de pénurie d'eau à la ville aux deux frontières. Vu le problème d'eau de Wangolo-Doukou, le conseil municipal que nous avons décidé vraiment de donner l'information à nos populations. C'est-à-dire quoi? C'était de les sensibiliser et puis leur donner l'information des travaux qui ont été déjà réalisés. Mais avant tout propos, je tenais à remercier le président de la République avec son gouvernement qui, dès les premières heures, a pris ce problème-là à bras le corps. Donc le gouvernement a donné les instructions à l'ONEP. L'ONEP aussi a dépêché une équipe. Ils sont venus, ils ont déjà foré 10 forages et ils ont déjà connecté 2 forages. Donc je pense que bientôt on aura de l'eau. Selon les responsables de la SODECI, des matériels de pointe viennent d'arriver qui pourront régler et soulager les populations. Dès que cette situation s'est pointée le nez, le maire Moussa Tunkara avait offert des forages pour permettre à certains quartiers de bénéficier gratuitement de l'eau potable. En bref, au Maroc, lancement des opérations commerciales sur les 2 nouvelles lignes de bus à haut niveau de service de Casablanca annoncées par Casa Transport en charge de la mobilité urbaine à Casablanca. Le service sera opéré par 40 bus qui desserviront un couloir direct peuplé de 300 000 habitants. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de développement de Casablanca 2015-2025 et vise à réduire les problèmes de mobilité urbaine. Toujours en images, financé par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale à hauteur de 450 millions de francs CFA, le chantier de l'incubateur de start-up de génie numérique a démarré. L'incubateur permettra un meilleur suivi des projets d'entrepreneuriat digital portés par les étudiants. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.